Bienvenue à Faites-moi lire au Champ Libre dans le cadre Nos Futurs. Je reçois maintenant Léna Lazare. Léna Lazare est une jeune militante écologiste française. Quand je dis jeune, elle est née en avril 1998 à Calais. Mais son parcours a été marqué par une prise de conscience précoce des enjeux environnementaux et une implication active dans différents mouvements écologistes. Bonjour Léna Lazare. Bonjour. Je crois que tout a commencé, ou en tout cas tout s'est précipité avec Fukushima. Oui, en tout cas, l'une des choses qui m'ont fait me poser tout un tas de questions sur l'état de notre planète, ça a été la catastrophe de Fukushima, parce que j'apprends le japonais depuis la 6e, et quand j'ai commencé à me renseigner sur cette catastrophe industrielle-là, ça m'a aidé à me politiser en fait, sur les enjeux écologiques, à me rendre compte que malheureusement, les États pouvaient réagir face à ce genre de catastrophe pas du tout dans notre intérêt. Enfin, là, c'est une centrale qui a été construite en fait, au niveau de la mer, ce qui était intéressant économiquement, mais ce qui mettait en danger tout un tas de personnes. Ce qui n'était pas très malin de toute façon. Voilà. Ouais. Et les conséquences, elles ont été déplorables. Et donc ça m'a fait me poser plein de questions, en effet, sur la responsabilité de l'État et aussi sur à quel point notre système économique nous menait droit dans le mur. Pardon. Tout cela à 13 ans. Alors, à 13 ans, il y a eu la catastrophe de Fukushima, mais ensuite, pendant plusieurs années, je me suis renseignée. Donc, c'est à partir de là où vous avez décidé, en tout cas, de réfléchir, et ce qui vous a mené à une politisation de votre pensée. Oui. En tout cas, ça a été un des événements qui ont fait que j'ai commencé à lire des livres d'investigation d'abord sur le nucléaire et ensuite sur la catastrophe écologique en général. Donc, si j'ai bien compris votre pensée, ce qui est important, c'est que vous avez le sentiment très tôt qu'il y a une insuffisance des actions politiques, que ça ne peut plus fonctionner comme cela et que de jeunes personnes comme vous, ou moins jeunes, peu importe, doivent prendre aussi le destin en main, et vous confondez à Paris le mouvement désobéissance écolo. Oui. En effet, même assez rapidement, on s'est dit avec tout un tas de jeunes aussi qui étaient impliqués sur les questions écologiques qu'on ne voulait même plus parler d'inaction écologique, qu'il y avait vraiment une action délibérée de l'État qui nous menait vers une planète totalement invivable. Et forcément, j'avais 17 ans, je crois, pendant la COP21, donc ça a été aussi quelque chose d'important. Il y a des mouvements de jeunesse qui ont commencé à se structurer à partir de ce moment-là. Et malheureusement, au bout de quelques années, on s'est rendu compte que c'était très laborieux. Et c'est comme ça que j'en suis venue à créer un collectif avec des amis pour mener des actions de désobéissance civile. Donc, tag contre les banques, principalement? Alors, la première action qu'on a faite, en effet, c'était de mettre du faux pétrole sur la Société Générale. C'était une action qui était proposée par d'autres organisations, donc on n'en était pas à l'initiative. Voilà, ce qui n'était pas forcément une action très impactante, c'était plutôt pour faire du bruit médiatiquement, parce qu'il y a tout un tas de banques qui investissent beaucoup dans les énergies fossiles, mais nous on avait été beaucoup inspirés, notamment par la victoire à Notre-Dame-des-Landes, qui avait nécessité des formes d'action directe plus impactantes. Déjà la zone à défendre en soi, d'occuper un terrain pour... Vous êtes dit c'est possible. Voilà. En effet, on s'est dit, ok, en fait, on ne peut plus rester juste dans des actions de plaidoyer vis-à-vis de l'université pour qu'on ait des cours écologiques, vis-à-vis, je ne sais pas, mais les actions qu'on faisait, c'était très local. Par exemple, on demandait au Crous qu'il y ait une option végétarienne dans les cantines universitaires, et même ces petites choses-là, on avait du mal à les faire advenir. Et donc on s'est dit, si à notre échelle ça bloque, si en plus on veut faire des choses plus impactantes, faire en sorte que l'accord de Paris soit respecté, notamment, il va falloir passer à la vitesse supérieure, et on s'est inspiré des mouvements sociaux victorieux, notamment la lutte à Notre-Dame-des-Landes. Et c'est comme ça que vous avez rallié ensuite Youth Climate Friends. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait ce petit collectif de désobéissance civile étudiants. Et en parallèle, on a vu Greta Thunberg commencer à faire la grève pour le climat tous les vendredis. Et au début, on s'est dit, ok, c'est une action individuelle qui est intéressante, etc., une action médiatique. Mais on ne savait pas trop comment s'en saisir. Et ensuite, assez rapidement, c'est devenu un mouvement collectif, notamment en Belgique, où tous les jeudis, les Belges étaient les seuls à faire la grève le jeudi, mais en tout cas, où il y a eu des centaines, voire des milliers de jeunes qui se sont retrouvés dans la rue, et on s'est dit, ok, c'est notre moment, il faut qu'on s'investisse dans ce mouvement, il faut qu'on le lance en France. Et du coup, en effet, on a lancé les grèves pour le climat en France. Et c'est là où il y a une certaine radicalisation. C'est-à-dire là, c'est là où vous vous dites que finalement, l'écologie, pour devenir efficace, elle doit se radicaliser.
Alors, c'est vrai que ce terme de radicaliser, c'est toujours compliqué parce qu'il est aussi utilisé contre nous. Ouais. En tout cas, j'entends bien qu'il puisse être employé, mais en tout cas, vous pensez que en l'état et l'État, ça ne fonctionne plus pour pouvoir répondre aux grands enjeux environnementaux et qu'il faut pousser l'action plus loin. Or, les politiques ne le font pas. Il s'agit à la société civile de reprendre la barre. Oui, ça pour le coup carrément, mais c'est vrai qu'il y a deux enjeux. Moi, le terme de radical, c'est un terme aussi que je me suis approprié, comme tout un tas d'activistes, parce que ça veut dire revenir à la racine du problème. Et qu'en effet, à une époque où l'écologie est dans toutes les bouches et où ça peut être souvent du greenwashing, c'était important de dire, OK, les grèves pour le climat, c'est vraiment partie aussi de liens très forts avec le monde scientifique, d'une volonté justement de faire en sorte que le GIEC soit entendu, etc. Et du coup de dire, regardons ce constat scientifique et soyons à la hauteur, mettons en place une écologie qui nous permet vraiment de rester sur une planète habitable. Mais ensuite, d'autre part, et c'est aussi dans ce sens-là que peut être utilisé le terme de radicalité, en effet, on s'est dit il faut des actions impactantes parce que, assez rapidement, on s'est rendu compte que la grève du vendredi, c'était super pour plein de raisons, mais que si on voulait remporter des victoires face à des grosses entreprises, je ne sais pas, comme Total, etc., il allait falloir augmenter le rapport de force, leur faire perdre de l'argent, et donc ça, on peut s'attaquer à leur réputation, mais on peut aussi organiser des blocages, on peut aussi mener des actions comme on le fait maintenant avec les soulèvements de la terre, de ce qu'on appelle de désarmement, c'est-à-dire des actions impactantes matériellement. Vous parliez des soulèvements de la terre, votre ouvrage ici présent, Première secousse, en parle. Alors pouvez-vous présenter ce mouvement qui a pu susciter un peu des peurs, en même temps une certaine admiration par certains? Quel est-il ? Alors, les soulèvements de la terre, donc c'est un mouvement qui mène des actions contre l'agro-industrie et l'accaparement des terres et qui est composé à la fois de paysans, à la fois de militants qui viennent plutôt du mouvement climat comme moi, même si maintenant je suis aussi agricultrice en cours d'installation, donc je suis dans ces deux premiers groupes, et aussi qui s'allient avec des luttes locales contre des projets polluants et imposés. Ce dernier point, il est important pour nous parce que c'est vrai que pendant les grandes marches pour le climat, parfois on se sentait un peu déconnecté en fait. On se disait, c'est très bien en tout cas de demander à ce qu'au niveau international des actions donc à la hauteur des enjeux soient faites, qu'on écoute le GIEC, mais pour tout un tas de la population, en fait, c'est quelque chose qui est écrasant et qui fait peur. En fait, on se dit « Ah, mais c'est tellement grand le dérèglement climatique, que comment est-ce que je fais, moi, pour avoir un impact ?» Et c'est vrai que en fait, ces politiques internationales ou nationales, elles se déclinent sur le territoire partout en France, avec des projets d'entrepôts logistiques, des projets de fermes-usines, des projets de routes, comme on le voit avec la 69. Et que là, on voit qu'au local, en fait, on peut créer des communautés qui résistent et qui remportent des victoires. C'est ce que vous appelez une écologie terre à terre ? En tout cas, oui, une écologie qui est vraiment ancrée, et je pense que c'est ce type d'écologie en fait qui fait que tout un tas de personnes, enfin beaucoup plus de personnes vont se mobiliser, parce que voilà, vite ça apparaît déjà accessible, et puis ça évite, malheureusement il y a aussi beaucoup de gens qui ont considéré que l'écologie avait un effet repoussoir, parce que trop longtemps on a dit ok, l'écologie en fait c'est faire des petits gestes individuels, c'est faire des gestes c'est changer sa consommation, ou c'est voter tous les 5 ans pour celui qui aura le programme le plus écologiste, et en fait ça met les gens dans l'impuissance, et je pense que ça, en tout cas ça génère juste des émotions négatives chez les gens. Nous voilà, ce qu'on prône notamment avec les soulèvements de la terre, c'est le passage à l'action collective, parce qu'on estime que voilà, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Alors il y a quand même deux grands versants. Il y a le versant de la lutte contre le lobby, en tout cas l'industrie agroalimentaire, et un second versant qui est la réappropriation des terres et de cette ressource essentielle à l'être humain qu'on appelle l'eau. Dans ce cadre, je vous cite, « La terre et l'eau sont des communs, ils appartiennent à toutes ou peut-être à personne. Il faut pour répondre à cela, quoi, une organisation transversale, c'est ça ?» Alors, question complexe, mais en tout cas, il y a tout un tas d'hypothèses dans le livre. Mais en effet, avec les soulèvements de la terre aussi, on a voulu montrer que le mouvement écologiste, s'il voulait vraiment justement aussi être à la hauteur, il fallait qu'il s'allie avec les paysans et les paysannes. On pourrait dire assez nouveau, parce qu'en France, ça frotte, voire ça frite. Justement, je pense que si on se dit que les agriculteurs sont un bloc homogène, on peut se dire que ça se frite avec les écolos. Cela dit, nous, depuis le début, on est aussi un mouvement paysan, et malheureusement, en fait, c'est que l'agro-industrie
prendre une place de plus en plus importante en France, ces dernières années. Mais nous, par exemple, on se dit qu'un des événements majeurs à prendre en considération lorsqu'on parle d'écologie en France, c'est sans doute le remembrement. Le fait que on ait poussé les agriculteurs à couper les haies, à agrandir leurs parcelles, à passer à un modèle agro-industriel. Et malheureusement, on voit que depuis cette période d'industrialisation, les plus petites fermes, c'est celles en fait, qui vont faire faillite, qui vont se retrouver absorbées par l'agrandissement. Et c'est pour ça que nous, on se réfère au terme de paysans plutôt qu'agriculteurs. Enfin, on se reconnaît dans l'agriculture paysanne. Et avec ces paysans-là, je pense qu'on a beaucoup de points communs et que justement, l'alliance, elle se fait de manière assez naturelle depuis de nombreuses années. Mais c'est aussi notamment, et je vais finir sur ça, pour ça qu'on parle de complexe agro-industriel. C'est vrai que quand je dis l'agro-industrie, c'est quelque chose d'assez flou pour beaucoup de personnes, à part si on parle de grandes entreprises. Enfin, je sais pas, je pourrais citer notamment la multinationale Avril, qui est aussi présidée par le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau. Enfin, voilà, ce genre de grandes multinationales qui vendent aussi des produits transformés dans nos supermarchés. Mais en fait, c'est vrai que les agriculteurs sont tous plus ou moins englués dans ce système agro-industriel. Donc nous, on parle vraiment de démanteler un complexe. On parle de tout ça de manière systémique. Et j'entends bien, Léna Lazare. Il y a deux grands points, c'est désarmer le béton et démanteler l'agro-industrie. Ça, c'est les deux points forts dans votre ouvrage. Mais comment faire ? Reprendre les terres et enfin, l'objectif, on l'a compris, c'est bâtir une organisation durable et transversale. La question là qui m'intéresse, c'est la question pratique, c'est comment reprendre les terres ? Parce qu'il y a une question simplement financière et économique. Oui. Nous, les soulèvements de la terre, ce qu'on fait, c'est d'une part organiser des actions qui sont peut-être celles qui sont les plus visibles, c'est-à-dire des actions soit d'occupation, soit de blocage, soit de désarmement, comme j'ai dit, des actions de démantèlement d'infrastructures écocidaires. Et ça nous permet d'augmenter le rapport de force, notamment... Je pense que le cas de la lutte contre les mégabassines est un bon exemple où en fait on arrive à faire reculer l'agro-industrie qui souhaite privatiser l'eau pour une minorité d'agriculteurs dans les Deux-Sèvres, 6% des agriculteurs. Et donc on mène ces actions-là et par ailleurs on essaie de faire en sorte qu'on se réapproprie nos moyens de subsistance, de faire en sorte aussi, même si ce n'est pas les soulèvements de la terre qui vont être les organisations qui portent le plus ça, mais d'encourager des personnes à s'installer en tant qu'agriculteur. Et parfois, ça passe par des actions aussi qu'on peut mener collectivement. Notamment, on a implanté pour donner un petit exemple, bon, ça va peut-être paraître dérisoire par rapport à l'ampleur du problème. Mais c'est plein de petites rivières qui font un fleuve. Hein. Mais en tout cas, typiquement à Besançon, on a installé 2 jeunes maraîchères sur des terres qui pourraient être bétonnées pour faire ce que la mairie qualifie d'écoquartier. Mais bon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que bétonner des jardins ouvriers, c'est pas très écolo. Mais du coup, on a installé 2 maraîchères qui, en plus, c'est intéressant parce que font des paniers aussi pour le quartier autour. Voilà, elles disent que c'est une AMAP pirate parce que c'est une AMAP illégale. Mais on voit que dans tout un tas de cas, en fait, il y a besoin justement d'accompagner par des mobilisations collectives ces reprises de terre pour que vraiment des jeunes paysans puissent s'installer, surtout dans les endroits en fait, où l'agro-industrie s'est tellement bien organisée qu'en fait, on privilégie parfois l'agrandissement des fermes existantes que l'installation des jeunes paysans. Donc le secret pratique, c'est quand même l'agrégation des forces, même si elles paraissent un peu divergentes. Oui, et on le développe dans le livre. Pour nous, c'est la notion de composition qui est vraiment très importante parce que le mouvement écologiste, vraiment, il a appris à s'allier avec des organisations avec lesquelles c'était pas évident au début. Enfin, je pense notamment aux syndicats où parfois on peut se dire qu'il y a des intérêts qui sont un peu contradictoires. Bon, là, c'est pas les soulèvements de la terre qui l'ont fait, mais lorsque je faisais partie du mouvement climat avec les syndicats cheminots, des choses comme ça, vous voulez dire, des syndicats agroalimentaires, vous parlez de quels syndicats? Alors, les syndicats, en tout cas, on dialogue nous avec Solidaire et la CGT à l'échelle nationale, mais voilà, je vais donner un exemple. Pendant le mouvement climat, donc c'était pas avec les soulèvements de la terre, il y a eu des grosses grèves contre la fermeture des raffineries de Grand Puy. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que ça a un peu choqué les gens au début, c'est que nous, avec le mouvement écologiste, on allait soutenir les raffineurs en grève pour éviter qu'une raffinerie ferme. Et en fait, c'était contre la délocalisation et en se disant, OK, en fait, nous, on veut que les travailleurs ils aient la main sur leur outil de travail parce que, en fait, si c'est délocalisé, ça ne résout pas du tout le problème. Et du coup, des fois, voilà, les alliances, elles sont un peu contre-intuitives pour tout un tas de personnes, mais nous, on essaie justement de regrouper
tout un nombre d'organisations et de faire en sorte en fait de tirer le meilleur de nous-mêmes. C'est pas se dire ok, comme on fait une mobilisation tous ensemble, on se nivelle tous par le bas, donc on va faire quelque chose qui va être peu impactant, peu ambitieux. Là, c'est essayer vraiment aussi de remettre en question nos logiques d'organisation, de trouver des formes d'action créatives et de trouver des manières de faire ensemble, notamment quand on a des cultures de lutte différentes. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on a avancé et que les soulèvements de la Terre aussi se sont fait connaître parce qu'il y a eu tout un tas d'actions qui ont été, qui ont été des grands succès et où en fait on arrivait à rassembler plein d'organisations, je l'ai déjà dit. Léna Lazare, si votre ouvrage et le soulèvement de la Terre et les fronts que vous essayez de voir converger aboutissent, à quoi va ressembler la Terre? Il me semble que vous décrivez un petit peu dans Utopienne 2044 qui est sortie à l'hiver dernier, dans une courte nouvelle, à quoi elle pourrait ressembler notre société. Alors à quoi? Alors ça c'est vraiment un texte qui est tout à fait personnel. Ce qui est bien c'est que même si le tableau est assez sombre actuellement, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes liées à la situation et du coup on peut, même si c'est compliqué pour les militants, on peut décider justement d'aller vers l'utopie et de se dire que tout est possible et que on peut quand même réussir à arriver à une société juste et écologique d'ici quelques années. Et là, ce recueil, en effet, c'est assez intéressant parce qu'on m'a proposé d'écrire un entretien, un auto-entretien, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, où, à quoi ressemblerait le monde si on m'interviewait en 2044 et comment est-ce que les luttes qu'on met en place, notamment avec les soulèvements de la Terre, elles auraient été victorieuses. Et ce recueil, je recommande aux personnes qui ont un peu le blues en ce moment de lire parce qu'il y a tout un tas de militantes, d'autrices, etc. qui ont écrit justement des nouvelles utopiques pour qu'on puisse croire aussi à cet avenir désirable. Et puis oui, sinon dans le texte, justement, je pense que ça résonne beaucoup avec certains éléments de ce qu'il y a dans le livre, première secousse. Enfin, je parle de réappropriation des moyens de subsistance, de comment est-ce qu'on a pu installer 1 million de paysans, de comment est-ce qu'on a recréé du commun, comment est-ce qu'il y a de l'auto-organisation habitante, comment est-ce que notre modèle démocratique est devenu un modèle proche du municipalisme libertaire tel qu'il est développé par Murray Bookchin, c'est-à-dire une forme de confédéralisme, de démocratie directe. Ça fait beaucoup de termes comme ça un petit peu. Mais je crois que les téléspectateurs auront compris. Du reste, Léna Lazare, je vous remercie de votre présence et de la présentation de Première Secousse. J'invite les lecteurs à le lire. Vous y retrouverez peut-être pas, mais finalement, sans désir d'un avenir viable et heureux, que sommes-nous? Faites-moi lire, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine.